Toujours en bref, monsieur le maire, on en parlait lors de l'émission précédente, pour la PMI, la protection maternelle et infantile, vous avez lancé une alerte, donné une conférence de presse et réalisé un rassemblement. Et alors, vous avez été entendu, vous avez été écouté? Alors, on a été entendu, écouter c'est autre chose, entendu parce qu'on était sous les fenêtres du conseil départemental. Donc bon, la question c'est, est-ce que vous avez été écouté? Pour une part, oui, et en même temps, je pense que la réponse n'est pas du tout satisfaisante puisque la vice-présidente chargée de ces questions-là nous a répondu que pour elle, les PMI devaient s'occuper des gens les plus précaires et les plus en difficulté. Et c'est nous, ce qu'on leur demande, c'est qu'au contraire, les PMI s'occupent de tous les enfants dans toutes les catégories sociales, parce que le dépistage doit être fait en direction de tout le monde. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons continuer à agir avec, d'ailleurs, la pétition est sur Internet. Vous avez lancé une pétition? Il y a une pétition sur Internet sur change.org. Et donc, on reviendra à la charge avec plus de monde et on va essayer d'unifier, y compris les personnels et les parents, sur ce problème pour que le conseil départemental joue son rôle et ce qui est de sa compétence. Alors, visiblement, vous avez remis en activité le conseil local de la jeunesse. Ça marche, une structure institutionnelle pour les jeunes? Alors, ça fait un moment que ça a été relancé, le CLJ, au moins un an. Enfin, on voit des affiches maintenant. Oui, peut-être, mais ouais. On a fait plusieurs réunions avec eux. Ils ont même fait leur semaine l'année dernière du CLJ, auquel on a participé. Ils organisent des initiatives. Oui, donc ça marche. Ça fonctionne. Je ne vais pas vous dire que tous les jeunes font partie du CLJ, ce serait mentir, mais il y a des jeunes qui s'engagent, qui ont envie de participer à la vie locale, de faire avancer les choses, et c'est plutôt bien. Alors, très rapidement, le conseil local de la jeunesse, ça sert à quoi? Quel est son pouvoir? Et est-ce qu'ils ont un budget? Comment ça se passe? Oui, ils ont un budget, ils peuvent faire de la communication, ils ont un budget pour mener des initiatives, et ils organisent des initiatives, des débats sur des thèmes qui les intéressent. Oui, c'est eux qui les choisissent. Forcément, si ça dérapait de trop, l'élu interviendrait, mais pour l'instant, on n'a jamais eu à le faire. Un exemple d'initiative? Par exemple, même il y a eu, du part de la service communication, ils avaient fait un manifeste de la jeunesse sur lequel ils m'interpellaient sur des sujets. La com avait changé, sans leur demander leur avis, la couverture. Ils ont respecté, ils ont eu la couverture qu'ils souhaitaient. Ouais. Et en initiative publique, en dehors d'un manifeste? Ils organisent des initiatives en lien avec les jeunes. Ils en font plusieurs. Ils ont, je sais pas, ils en sont à 5-6 initiatives. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les jeunes ont autre chose à faire de plus important? Rechercher un emploi, finir les études? Les jeunes ont plein de choses à faire. Chercher un emploi, finir des études, aimer les gens, vivre tout simplement, faire du sport, de la musique et pratiquer une citoyenneté. Moi-même, quand j'étais jeune, j'ai beaucoup appris par le lycée, les enseignants, mon entourage, ma famille, mes voisins, mes amis, mais aussi parce que je m'étais investi politiquement et c'est ce qui fait que je suis aujourd'hui. Et donc, un jeune est un citoyen en devenir. Alors, la mairie elle-même, je parle plus du conseil local de la jeunesse, la mairie elle-même, qu'est-ce qu'elle propose aux jeunes concrètement? Beaucoup de choses. Là, ce serait, on a à la fois des locaux de proximité, on leur propose des activités culturelles, on leur propose de s'investir dans toutes les initiatives que l'on organise. On leur propose de prendre part dans la vie de la cité, comme tous les citoyens de la ville. Alors, à propos de la rénovation des Agnès cette fois-ci, alors c'est fait. Vous avez signé un protocole avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Alors, qu'en est-il? Êtes-vous un maire heureux? Heureux serait un grand mot. Je dis enfin sur cette signature parce que ça fait longtemps qu'on souhaitait signer et avancer et on souhaite que ce dossier avance un peu plus vite. Je suis content par contre que l'on ait réussi à signer, d'avoir un compromis avec l'ANRU qui fasse que l'opinion des habitants soit respectée. Je fais une réunion de conseil de quartier pour expliquer ce que l'on a signé et continuer avec les habitants à concerter pour avancer sur ce projet. Alors, vous confirmez, parce que vous l'avez dit ici même, que la signature ne fait pas venir les subventions automatiquement. Alors, est-ce que vous allez vous endetter pour que ça avance vite? Non, c'est tout le changement d'ailleurs entre l'ANRU qu'on a connu au Lutte et au Grésillon et ce que l'on fait là. Les procédures sont plus longues, on l'a vu sur le protocole. Ouais. On le voit là où ils veulent nous engager sur 24 mois d'études. J'essaie de les raccourcir, oui, il faut faire des études, mais si on peut les raccourcir, vu le projet, comment il est avancé, de travailler avec les habitants, on va essayer de le raccourcir. Est-ce qu'on va s'endetter sur l'ensemble? Prêt à verser dès le début? On va commencer on ne va pas s'engager à l'avant que l'ANRU nous ait donné son accord, parce que sinon ce sont des fonds perdus. Par contre, on va engager des actions, même si l'ANRU ne financera pas. C'est ce qu'on a commencé à faire avec le jardin partagé, c'est ce qu'on veut faire avec l'installation de vergers entre les bâtiments Alban et Musler. C'est ce qu'on veut engager
avec l'autorisation anticipée par contre de la réhabilitation de 2 tours et du bâtiment Marcel Labour. Et donc je vais revenir à la charge auprès de l'ANRU pour essayer d'avoir des autorisations anticipées. Donc c'est un dossier qui s'ouvre. Alors on reste aux Agnettes, je pense aux habitants, particulièrement aux habitants de la tour 9 rue des Agnettes, la plus proche de la rue Victor Hugo, où il y aura beaucoup de travaux. Non, c'est la plus proche du métro. La plus proche du métro. C'est la plus proche de Victor Hugo, c'est là. C'est là. Donc la 9 qui est proche du métro, c'est là qu'il va y avoir des travaux, là aussi. En fait, il y a des travaux rue Victor Hugo quand ça va être rénové, et au métro aussi. Donc en fait, ma question c'est, est-ce que vous anticipez les nuisances que ces habitants vont avoir, qui ne vont pas être tout petits? Alors nous sommes en discussion avec la Société du Grand Paris pour vérifier quelle est la nature des nuisances. On est en train de s'apercevoir que ça va être des grosses nuisances. Donc j'ai réuni tous les habitants du bâtiment. Vous allez anticiper? On a déjà anticipé. Donc j'ai réuni tous les habitants de la tour 9, il y a 15 jours je crois, pour voir avec eux quelle est leur réaction, comment ils comptent vivre dans cette tour-là en fonction des travaux qu'on nous annonce. Et vous êtes prêt à proposer quoi? On va refaire une réunion avec les habitants de la tour 9 fin juin, parce que là la Société du Grand Paris me dira exactement la durée des travaux. Aujourd'hui on m'annonce des travaux entre 10 et 12 ans, avec y compris du bruit, une clôture à peut-être 6 mètres de la porte d'entrée de la tour. Donc à partir de là, on décidera avec les habitants de ce que l'on fait, y compris de leurs conditions de vie. Est-ce que vous êtes prêt, la question est là, est-ce que vous êtes prêt à leur proposer un logement provisoire, par exemple? Est-ce que ça c'est exclu? Non, rien n'est exclu, c'est-à-dire qu'on voit avec la Société du Grand Paris d'abord quels moyens ils vont mettre pour aider ces habitants à mieux vivre. Et les habitants envisagent aussi la question de déménager, y compris sur l'avenir de la tour. Ça peut être une question posée si pendant 10 ans cette tour est difficilement habitable. Et ça veut dire la détruire? Peut-être. Ça reste des choses qu'on décidera avec les habitants. C'est donc pour ça je me suis engagé avec eux à le décider avec eux. Et donc tous les éléments, on leur donne au fur et à mesure où on les a. C'est pour ça qu'on leur a donné, dès que j'ai su que ça allait être plus compliqué que ce qu'on nous avait annoncé à l'origine, je les ai réunis pour leur dire. Ils réfléchissent et on les revoit fin juin pour, à partir d'éléments très précis donnés par la Société du Grand Paris, décider ensemble. Un dernier mot, les 2 autres tours, est-ce qu'elles auront moins à faire aux nuisances? Oui, après tout le quartier aura des nuisances. Quand il y a des travaux, il y a des nuisances. Donc, et on ne va pas détruire tout le quartier parce qu'il y aura des nuisances. Donc les 2 autres tours seront réhabilitées. D'ailleurs, c'est la 5 et la 7 qui sont juste après la tour 9. Et donc l'idée c'est d'engager les réhabilitations dès que possible. Est-ce qu'il y aura des protections tout de même par rapport à ces nuisances? Bien sûr, bien sûr. La Société du Grand Paris, on a au moins une chance, c'est que la Société du Grand Paris a l'expérience de la ligne 15 Sud, et donc ils travaillent à améliorer sur la protection des nuisances. Par exemple, il y aura un trou, mais au-dessus ils vont faire une chape de béton pour pas que le bruit remonte de trop. Ils mettent des éléments sur les véhicules pour que ça fasse moins de bruit. Ils suppriment par exemple le bip-bip des camions quand ils reculent pour mettre un son qui soit moins gênant pour les habitants. Donc ils travaillent, la Société du Grand Paris fait de gros efforts pour limiter un maximum les nuisances. Ceci dit, quand il y a des travaux, il y a des travaux. Et moi je ne dirai jamais aux habitants des Agnettes qu'avec les travaux, ils n'auront pas de nuisances. C'est impossible. On arrête là, on se retrouve dans 2 semaines, toujours en bref, monsieur le maire.